La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Pour ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons Sécu, nous recevons Benjamin Ferras, inspecteur général des affaires sociales, enseignant et conseiller scientifique de l'Institut des hautes études en protection sociale. Benjamin Ferras, bonjour. Bonjour Julie. Nous allons nous interroger aujourd'hui sur la manière dont la protection sociale prend en charge les jeunes et répondre à cette question, les jeunes sont-ils les oubliés de la protection sociale ? Ce qui nous amène à ma première question, arrive-t-on vraiment à cerner les jeunes et à quoi correspond cette population ? Alors ce sujet est très largement débattu. Le sociologue Pierre Bourdieu a affirmé que la jeunesse n'est qu'un mot. En fait, dire de quelqu'un qu'il est jeune, c'est ne pas le reconnaître comme un adulte autonome et responsable. C'est aussi un peu l'empêcher d'exercer une certaine forme de pouvoir. À cet égard, on le sait tous, on est tous le jeune ou le vieux de quelqu'un. La notion d'âge est relative par nature. Mais au-delà, l'idée même de jeunesse n'a constitué un âge de la vie spécifique qu'assez récemment. Il s'agit, en effet, d'une étape intermédiaire de la vie qui précède la sortie du foyer, du giron familial. Et donc c'est le moment où on va avoir une capacité à faire sa vie, avec un logement, une relation amoureuse ou en fondant un foyer. Mais pendant des siècles, ce stade intermédiaire, souvent assimilé à des temps d'études ou d'insertion professionnelle, aujourd'hui, n'existait pas. On passait du rôle d'enfant à celui d'adulte, gagnant sa vie et quittant le foyer. On peut conventionnellement considérer aujourd'hui que relève de la population des jeunes, les personnes âgées de 15 à 25 ans, voire de 15 à 30 ans. Il y a un débat sur l'âge de la fin de la jeunesse. Et ce débat existe parce que, d'une part, on est confronté à une précarité forte des jeunes qui les empêche de devenir autonomes et de quitter le foyer familial. Et puis de l'autre côté, les jeunes d'aujourd'hui font des études de plus en plus longues, ce qui conduit à revoir l'âge de fin de la jeunesse et de début de l'autonomie. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un jeune pour la protection sociale ? Alors, déterminer qui est jeune pour la protection sociale revêt une importance fondamentale. Parce que la protection sociale est un mode de protection et de sécurisation des individus confrontés aux aléas de la vie. Elle peut aussi être perçue comme un moyen permettant à chacun d'être autonome et de vivre dignement. Et cette notion d'autonomie, elle est ici centrale. Un jeune est un individu qui aspire à devenir autonome, qui est en train de devenir autonome pour devenir un adulte indépendant. Toute la question est le rôle que doit jouer la protection sociale pour aider ou accompagner cette trajectoire d'autonomie. Ainsi, la protection sociale peut soutenir la famille pour lui permettre d'accompagner cette autonomie du jeune. Elle peut apporter des soutiens aux jeunes alors qu'ils sont en train de devenir autonomes. Elle peut enfin accompagner plus intensément les jeunes les plus fragiles, mais ces actions sont d'ordre et de nature assez différents. Concrètement, la protection sociale soutient les jeunes dans 3 approches. Tout d'abord, elle soutient les jeunes qui sont dans leur famille, puisqu'assumer la charge d'un enfant conduit à disposer de soutiens particuliers. Prestations familiales de manière globale, et notamment les allocations familiales ou l'allocation de soutien familial. La charge d'enfant peut aussi conduire à une hausse des soutiens accordés. Le revenu de solidarité active sera plus important, tout comme les aides au logement. Deuxième approche de soutien des jeunes par la protection sociale, elle les soutient en leur offrant des couvertures spécifiques et individuelles. Au titre de l'assurance maladie, l'assuré devient autonome à 16 ou 18 ans et ne relève alors plus de ses parents. Un jeune qui dispose de son logement peut prétendre aux aides au logement à titre individuel. Un jeune actif qui travaille peut bénéficier à titre individuel de la prime d'activité. Troisième modalité de soutien, la protection sociale accompagne et soutient certains jeunes particulièrement fragiles. Ainsi, l'aide sociale à l'enfance prend en charge les enfants puis les jeunes très précaires. Ensuite, la garantie jeune, devenue le contrat d'engagement jeune, vise à aider les jeunes rencontrant le plus de difficultés à devenir autonomes et à s'insérer dans le monde du travail. Mais alors, la protection sociale couvre-t-elle vraiment les jeunes ? N'est-elle pas un peu trop centrée sur les personnes plus âgées ?
Alors c'est vrai, le système de protection sociale français, comme la plupart des systèmes de protection sociale des pays développés, est assez largement orienté vers les soutiens aux plus âgés. Le premier secteur de dépenses concerne les retraites. Le deuxième concerne l'assurance maladie. Or, les plus âgés concentrent plus des 2/3 des dépenses de santé. Retraite et assurance maladie, ça correspond à peu près à 80% des dépenses. Cette situation conduit parfois à considérer que le système est orienté vers les plus âgés, puisque la plupart des dépenses leur sont plus particulièrement destinées. Alors, ce raisonnement est pertinent, mais il ne se suffit pas à lui-même. L'esprit solidaire de notre protection sociale est celui d'une solidarité entre les jeunes et les plus âgés, entre les riches et les pauvres, entre les malades et les bien portants. Constater que ces systèmes ont été construits avant tout pour permettre aux plus fragiles, qui sont souvent les plus âgés, d'être pris en charge, est somme toute tout à fait logique. Mais il en résulte un paradoxe. En 2021, selon l'INSEE, le taux de pauvreté des 18-29 ans est de plus de 16%, alors qu'il est uniquement de 11% pour les plus de 75 ans. La pauvreté et la précarité ne sont plus le fait des personnes âgées, comme ça pouvait être le cas dans les années 40, mais de plus en plus des enfants et des jeunes. Mais l'analyse plus précise conduit à considérer une fausse unité de la jeunesse. En effet, le constat change profondément si on analyse la jeunesse sous l'angle du niveau de vie et de la précarité. Il faut donc surtout prendre en compte les jeunes issus de milieux modestes et ne pouvant compter sur le soutien familial. Les jeunes ayant un faible niveau d'études, ce sont ces publics-là qui sont les plus fragiles, les plus isolés. Ils ne peuvent compter sur la solidarité familiale. Ils peuvent être mieux soutenus par notre protection sociale. Les défis sont cependant immenses. Et ils ne relèvent pas des seules politiques de protection sociale. Les politiques d'éducation et de formation jouent un rôle déterminant, tout comme les actions d'insertion professionnelle. Ceci étant, investir dans la jeunesse reste une première nécessité. Privilégier les plus anciens sur les plus jeunes, c'est privilégier le présent et refuser d'investir dans l'avenir. Les sociétés qui ont fait ce choix ont rencontré des limites évidentes. Affirmer une priorité pour la jeunesse, et notamment pour les jeunes les plus fragiles, est un impératif social, économique et moral. La protection sociale doit nécessairement se pencher sur ce défi. Et selon vous, quelles sont les tendances à l'œuvre ? Alors, il y a un phénomène qui va avoir des effets considérables, c'est le fameux vieillissement de la population. D'ici 2070, selon l'INSEE, la part des moins de 20 ans dans la population française va diminuer de plus de 2 points, alors que la part des 75 ans et plus va augmenter de plus de 5 points. Nous allons donc vers une société composée de plus en plus de personnes âgées, voire très âgées, et de moins en moins de jeunes. Sur le plan de l'emploi, les évolutions technologiques vont conduire à une transformation des activités professionnelles. Certaines tâches vont être assurées par des machines ou des logiciels. Les actifs devront être toujours plus autonomes et mieux formés. Alors que la période du chômage de masse semble s'éloigner et que l'objectif devient d'aller vers le chômage d'équilibre, la question de la capacité à insérer tous les jeunes entrants sur le marché du travail demeure d'actualité. Or, en moyenne, un jeune met 9 à 10 ans à obtenir un contrat à durée indéterminée, qui est le sésame pour sa vraie autonomie. Changer de logement, partir de son foyer familial. Mais certains jeunes en plus ne peuvent pas prétendre à ce sésame. Il faut donc, pour la protection sociale, accompagner ces changements de l'emploi et aider les jeunes les plus fragiles ou les plus exposés à ces évolutions. Et à tous ces égards, les jeunes sont potentiellement très exposés à ces tendances très lourdes de l'emploi et de la démographie. Il y a une tentation qui est que les évolutions démographiques pourraient conduire à encore plus soutenir les plus âgés. Mais certains jeunes demeureront en grande difficulté d'insertion professionnelle et peineront à devenir autonomes. Il faut prendre en compte leur situation et ce sont ces défis que nous devons relever. Pour conclure cet épisode, quelle perspective peut-on tracer pour la protection sociale des jeunes ? Alors à mon avis, l'enjeu est double. Tout d'abord, les jeunes doivent adhérer à notre système de solidarité collective. Or, ils peuvent penser en être exclus ou ne pas en bénéficier. Rien n'est plus faux. J'espère que ce podcast aura permis de le souligner. Par ailleurs, nombre de jeunes ont peu confiance dans la protection sociale. Ils considèrent par exemple plus que les autres classes d'âge qu'ils n'auront pas ou peu de retraite. Rien n'est plus faux. Il y a un énorme travail de pédagogie à entreprendre pour leur faire comprendre ce qu'est notre protection sociale et les faire adhérer à ce système de solidarité collective.
Ensuite, notre système de protection sociale doit mieux reconnaître les jeunes et, je le crois, mieux aider les plus fragiles d'entre eux. Cela pose naturellement la question du revenu minimal et celle de l'accès à des soutiens individuels dès 18, voire dès 16 ans, par exemple pour bénéficier du revenu de solidarité active. Alors, trouver la solution adaptée ou la meilleure solution n'est pas chose aisée. Notons cependant que d'ores et déjà, une jeune femme qui devient mère est reconnue par notre système comme devenant autonome. Quel que soit son âge, elle devient une assurée sociale qui constitue, avec son enfant, un nouveau foyer. Toutes ces questions sont structurelles et traversent notre système de protection sociale. Et un débat essentiel doit avoir lieu à mon sens. Il ne concerne pas la seule protection sociale, même si elle occupe une place de choix. Ce débat revient à se demander dans quelle mesure nous devons aider les jeunes, ou certains jeunes, à devenir autonomes plus rapidement et dans de meilleures conditions. En ayant à l'esprit qu'investir sur ces jeunes, c'est investir aussi dans notre avenir et dans la pérennité de notre système de solidarité collective. Merci beaucoup Benjamin Ferras pour cet éclairage. Merci Julie. Et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.